Mes parents m'ont dit, tes enfants ne sont pas invités au mariage de ta sœur. Alors j'ai souri et je n'ai rien dit, puis j'ai réservé un voyage en famille aux Maldives pour le même jour. Lorsqu'ils ont appelé pour demander où j'étais, j'ai envoyé une photo de nous sur la plage. L'invitation est arrivée un mardi après-midi. Un papier cartonné couleur crème avec des lettres dorées qui accrochaient la lumière lorsque je l'ai sorti de la boîte aux lettres. L'invitation au mariage de ma sœur Nathalie. J'ai passé mes doigts sur les noms en relief, sentant le poids du papier coûteux, le genre qui murmure l'exclusivité avant même de lire les mots à l'intérieur. J'étais heureuse pour elle, vraiment. Elle avait trouvé Brandon Whitmore, un homme dont le nom de famille avait du poids dans les cercles d'affaires de Portland, et leur fiançailles avait alimenté les conversations de notre famille pendant des mois. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, m'attendant à voir la mention habituelle, +3, qui inclurait mon mari, Daniel, et nos 2 enfants, Sophie et Lucas. Alors, avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, j'ai réservé quelque chose de très spécial pour vous. Au lieu de cela, j'ai trouvé une seule ligne sous mon nom. Victoria est, juste mon nom. Pas d'invité supplémentaire autorisé. Aucune reconnaissance du fait que j'avais ma propre famille. Je l'ai lu 3 fois, pensant que j'avais peut-être mal compris, que peut-être les invitations pour les enfants arrivaient séparément. Puis j'ai vu la petite carte glisser derrière l'invitation principale, écrite à la main avec l'écriture précise de ma mère. Victoria, nous avons décidé que le mariage serait réservé aux adultes. Ce sera plus élégant ainsi. Nous savions que tu comprendrais. Des dispositions ont été prises pour une célébration entre adultes uniquement. Tes enfants peuvent rester chez les parents de Daniel ce week-end-là. Hâte de te voir là-bas, maman. Mes mains se sont immobilisées. Le papier semblait soudain plus lourd qu'il ne l'était quelques instants auparavant. Adulte seulement. Comme si ma fille de 8 ans et mon fils de 6 ans étaient des perturbations à gérer plutôt que de la famille à célébrer. Je me tenais dans ma cuisine, la lumière du soleil traversant les fenêtres et éclairant le comptoir où les dessins de mes enfants étaient retenus par des aimants sur le réfrigérateur. Sophie venait juste d'en faire un pour tante Nathalie la semaine dernière, un dessin au crayon d'elles deux se tenant la main avec des cœurs flottants au-dessus de leur tête. Lucas s'entraînait à écrire son nom pour pouvoir signer la carte lui-même. Ils avaient été si excités quand je leur ai parlé du mariage, demandant ce qu'ils porteraient, s'il y aurait du gâteau, s'ils pourraient danser avec la demoiselle d'honneur. J'ai appelé ma mère ce soir-là après que les enfants furent au lit. J'ai gardé une voix stable, raisonnable. Maman, j'ai reçu l'invitation. J'ai remarqué qu'elle n'inclut pas Sophie et Lucas. Il a dû y avoir une erreur d'impression. Elle n'a pas hésité. Il n'y a pas d'erreur, Victoria. Nathalie veut une réception sophistiquée. Tu sais comment sont ces mariages de la haute société. Des enfants qui courent partout ruineraient l'esthétique. Les Whitmore dépensent une fortune. Nous ne pouvons pas avoir la cérémonie perturbée par des pleurs ou de l'agitation. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, une sensation familière que j'avais passé des années à essayer d'ignorer. Mais c'est leur famille, ai-je dit doucement. Ce sont sa nièce et son neveu. Elle a soupiré. Le genre de soupir qui disait que j'étais difficile, que je ne voulais pas entendre raison. Victoria, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Une journée sans tes enfants ne fera de mal à personne. C'est le jour spécial de Nathalie. Tu peux sûrement faire passer ses besoins en premier. Juste pour cette fois. Juste pour cette fois. La phrase est restée suspendue dans l'air entre nous. Amère et familière. Parce que ce n'était jamais juste une fois. C'était toute une vie à faire passer Nathalie en premier, à m'entendre dire que mes besoins étaient secondaires, mes sentiments trop sensibles, ma présence conditionnelle à la place minime que je prenais. J'ai dit à ma mère que je devais y réfléchir et j'ai mis fin à l'appel. Daniel m'a trouvé assise sur les marches du porche, regardant dans le vide. Il s'est assis à côté de moi sans parler, attendant. Quand je lui ai finalement raconté ce qui s'était passé, sa mâchoire s'est crispée. C'est ridicule, a-t-il dit. Ce sont des enfants. Ils font partie de cette famille. Pourquoi quelqu'un bannirait-il des enfants d'un mariage familial? Je n'avais pas de réponse qui ne ressemblait pas à une accusation. Parce que Nathalie obtient toujours ce qu'elle veut. Parce que mes parents ne lui ont jamais dit non. Parce que dans cette famille, il y a toujours eu une hiérarchie et je n'ai jamais été au sommet. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message groupé de ma mère.
Il avait été envoyé au fil de discussion familiale, celui qui incluait mes parents, Nathalie, ma tante Linda, mon oncle Thomas et ma cousine Michelle. Le message disait, juste un rappel que le mariage de Nathalie sera un événement pour adultes. Nous apprécions la compréhension et la coopération de chacun pour garder cette journée élégante et ininterrompue. Il y a eu des réponses immédiates. Tante Linda a envoyé un emoji pouce levé. Oncle Thomas a répondu, ça semble parfait. Cousine Michelle a écrit, j'ai trop hâte. Si classe. Personne ne l'a remis en question. Personne n'a demandé pourquoi. Personne n'a semblé penser qu'il était étrange que deux enfants qui avaient fait partie de chaque réunion de famille, chaque fête, chaque célébration, soient soudainement jugés indignes d'être présents. J'ai fixé mon téléphone, lisant le fil encore et encore, attendant que quelqu'un prenne la parole. Attendant que quelqu'un dise que cela ne semblait pas juste. Le silence était assourdissant. Je n'ai pas répondu au message. Au lieu de cela, j'ai préparé Sophie et Lucas pour l'école, préparé leur déjeuner, je les ai accompagnés à l'arrêt de bus et j'ai continué ma journée comme si le sol ne venait pas de se dérober sous mes pieds. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Une porte que j'avais gardée fermée pendant des années, une porte que je m'étais convaincu de ne pas avoir besoin d'ouvrir, venait d'être ouverte à la volée. Ce soir-là, Nathalie a appelé. Je pouvais entendre l'éclat dans sa voix, le genre d'éclat qui vient de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour avoir une place à table. Et, Vic, a-t-elle dit, utilisant le surnom que seule elle avait le droit d'utiliser. Je voulais juste m'assurer que tu avais reçu l'invitation. N'est-elle pas magnifique? La mère de Brandon a aidé à les concevoir. Elles ont coûté une fortune, mais elles sont parfaites. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille un instant, me stabilisant. Je l'ai reçu, ai-je dit. J'ai remarqué que Sophie et Lucas ne sont pas invités. Il y a eu une pause d'une fraction de seconde avant qu'elles ne répondent. Oh, ça. Ouais, on a décidé de faire sans enfants. Ça va être un événement tellement formel. Tu sais, le lieu est tout en blanc et en vert. On ne peut tout simplement pas risquer que quelque chose soit endommagé ou perturbé. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux. Ai-je le choix? Ai-je demandé? Elle a ri, légère et insouciante. Oh, Vic, ne sois pas dramatique. C'est une journée. Tu passeras un bon moment sans te soucier des enfants. Tu pourras réellement t'amuser pour une fois. Les mots ont atterri avec précision. Pour une fois, comme si ma vie avec mes enfants était un fardeau dont j'avais besoin d'être soulagé. Comme si leur existence était quelque chose à gérer et à minimiser. Je lui ai dit que je devais y aller et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Cette nuit-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable, la maison calme autour de moi. Daniel avait emmené les enfants chez ses parents pour la soirée, me donnant un espace que je n'avais pas demandé, mais dont j'avais désespérément besoin. J'ai ouvert un dossier sur mon bureau, un dossier que je n'avais pas regardé depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient des documents, des feuilles de calcul, des contrats et des courriels couvrant les 8 dernières années. La preuve d'une vie dont ma famille ne savait rien. Vous voyez, pendant que mes parents versaient leur attention et leurs ressources dans les rêves de Nathalie, ses projets d'affaires, son ascension sociale, j'avais construit quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de calme, quelque chose à moi. J'avais appris il y a longtemps que la visibilité dans cette famille venait avec des conditions. Alors, j'ai cessé de la chercher. Au lieu de cela, je suis devenue invisible. Et dans cette invisibilité, je suis devenue puissante. Mais avant de vous dire comment j'ai démantelé tout ce qu'ils pensaient avoir construit, avant de vous montrer ce qui arrive quand on exclut les enfants de la mauvaise personne, j'ai besoin que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. Parce que cette histoire ne commence pas avec une invitation de mariage. Elle commence des décennies plus tôt dans une maison où une fille était dorée et l'autre était tolérée. Elle commence avec un modèle si profondément ancré que plus personne ne le remarquait. Elle commence avec moi apprenant que l'amour dans ma famille était une compétition que je n'étais jamais censé gagner. En grandissant, j'ai appris très tôt que l'attention était une monnaie d'échange dans notre foyer, et Nathalie était née riche. Elle est arrivée 3 ans avant moi, et au moment où je suis arrivé, sa position d'enfant chéri était déjà établie. Mes premiers souvenirs sont de me tenir à la périphérie des pièces où Nathalie tenait court. Elle avait une façon de commander l'espace sans effort, son rire fort et contagieux, ses demandes formulées avec un sourire qui les faisait passer pour des invitations plutôt que des attentes. Mes parents orbitaient autour d'elle comme si elle était le soleil, et on attendait de moi que je fasse de même.
Quand Nathalie a voulu faire du ballet, mes parents l'ont inscrite à l'académie de danse la plus prestigieuse de Portland, la conduisant à travers la ville 3 fois par semaine, assistant au récital, achetant des costumes qui coûtaient plus cher que notre facture d'épicerie mensuelle. Quand j'ai demandé si je pouvais aussi faire du ballet, ma mère a dit que nous ne pouvions pas nous permettre 2 séries de cours. Quand j'ai suggéré que nous pourrions peut-être alterner les années, elle m'a regardé avec quelque chose proche de la pitié et a dit « Chérie, Nathalie a un vrai talent. Nous devons nourrir cela. » J'avais 7 ans quand j'ai arrêté de demander des choses. Non pas parce que je ne les voulais pas, mais parce que j'avais appris que vouloir était quelque chose que je devais faire tranquillement, en privé, sans attente de réalisation. Les désirs de Nathalie étaient raisonnables, justifiés, dignes de sacrifice. Les miens étaient pesants. Quand je ramenais des bulletins avec que des A de l'école primaire, ma mère jetait un coup d'œil à mon bulletin et disait « C'est bien, chérie », avant de se retourner pour aider Nathalie avec ses devoirs de maths noter ses moins. Quand j'ai gagné le concours régional d'orthographe en CM2, mes parents n'ont pas pu venir parce que cela entrait en conflit avec le récital de danse de Nathalie. Mon enseignante m'a conduite au concours, s'est assise dans le public et a applaudi quand j'ai gagné. Mes parents ont demandé comment ça s'était passé quand je suis rentré à la maison, déjà distrait par le récit larmoyant de Nathalie sur un faux pas dans sa routine que personne d'autre qu'elle n'avait remarqué. J'ai appris que mes victoires étaient attendues, banales. Tandis que les difficultés de Nathalie étaient des tragédies qui nécessitaient toute l'attention et l'intervention de la famille. Au lycée, le schéma s'est approfondi. Nathalie sortait avec le capitaine de l'équipe de football, allait au bal de rentrée et au bal de promo, avait ses photos placardées sur les réseaux sociaux de ma mère avec des légendes sur sa belle-fille et les moments magiques de la jeunesse. J'ai passé ces mêmes années à la bibliothèque à construire une moyenne générale qui me vaudrait une bourse académique complète pour l'Université d'État de Portland. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela signifie beaucoup pour nous. Maintenant, retour à l'histoire. Lorsque ma lettre d'acceptation est arrivée avec la notification de bourse, ma mère m'a brièvement serré dans ses bras et a dit « Je suis si contente que tu ne sois pas un fardeau financier. » Quand Nathalie a décidé qu'elle voulait aller à l'université de l'Oregon, une école pour laquelle elle était à peine qualifiée, et qui venait avec une facture de scolarité qui a fait se crisper la mâchoire de mon père, ils ont contracté des prêts parce que Nathalie méritait l'expérience universitaire, parce que Nathalie avait besoin d'opportunités. Parce que les rêves de Nathalie comptaient d'une manière que les miens ne comptaient apparemment pas. J'ai occupé 3 emplois à temps partiel pendant l'université. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude en administration des affaires avec une mineure en finance. J'ai payé chaque manuel, chaque repas, chaque ticket de bus. Mes parents sont venus à ma remise de diplôme, ont assisté à la cérémonie, ont pris une photo et sont partis immédiatement après parce que Nathalie avait un dîner auquel ils avaient promis d'assister. Je me tenais là dans ma toge et ma coiffe, diplôme en main, les regardant s'éloigner. Et j'ai réalisé quelque chose qui allait façonner la décennie suivante de ma vie. Je ne serai jamais assez pour eux. Non pas parce que je n'étais pas accompli ou capable ou digne, mais parce que le rôle de fille bien-aimée avait déjà été distribué, et il n'y avait de la place que pour une seule star dans cette production. Alors, j'ai arrêté de passer des auditions. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai emménagé dans un petit appartement à l'est de Portland. J'ai pris un emploi dans un cabinet de conseil, un travail de débutant qui payait à peine assez pour couvrir le loyer et les courses. Mes parents ne posaient pas de questions sur ma vie. Ils ne visitaient pas mon appartement. Ils appelaient occasionnellement, généralement quand ils avaient besoin de quelque chose, un trajet pour l'aéroport, de l'aide pour déplacer des meubles, quelqu'un pour surveiller la maison pendant qu'ils emmenaient Nathalie en voyage pour célébrer sa dernière réussite. J'ai rencontré Daniel au cours de ma 2e année après l'université. C'était un ingénieur logiciel, calme et stable, le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. Notre premier rendez-vous a duré 6 heures parce qu'aucun de nous ne voulait qu'il se termine. Il ne venait pas d'un milieu riche ou prestigieux. Il venait d'une famille qui dînait ensemble tous les soirs, qui posait des questions et se souvenait des réponses, qui se célébrait mutuellement sans compter les points. Quand il a rencontré mes parents pour la première fois, il a remarqué des choses que j'avais cessé de voir. Après le dîner, alors que nous rentrions en voiture, il a dit « Ils ne t'ont pas posé une seule question sur toi-même. » Tout le repas tournait autour du nouveau travail de Nathalie, du nouvel appartement de Nathalie, du nouveau petit ami de Nathalie. Ils ne savent même pas ce que tu fais comme travail, n'est-ce pas? J'avais haussé les épaules, mal à l'aise qu'ils les remarquaient. C'est juste comme ça qu'ils sont.
Il m'avait regardé avec quelque chose auquel je n'étais pas habitué, une inquiétude qui n'était pas conditionnelle. Ce n'est pas normal, Victoria. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai épousé Daniel lors d'une petite cérémonie dans un jardin botanique. 30 personnes étaient présentes, principalement sa famille et nos amis. Mes parents sont venus mais sont partis tôt. Nathalie était ma demoiselle d'honneur, un rôle qu'elle a accepté avec le genre de condescendance gracieuse qui suggérait qu'elle me faisait une faveur. Elle a passé la réception à parler de son futur mariage, celui qu'elle aurait un jour quand elle trouverait quelqu'un digne d'elle. Ma mère écoutait avec une attention ravie, planifiant déjà un événement qui n'existait pas pendant que je dansais avec mon nouveau mari à mon véritable mariage. Quand Sophie est née 2 ans plus tard, j'ai pensé que les choses changeraient peut-être. Sûrement qu'un petit enfant changerait la dynamique, créerait un nouvel espace pour la connexion. Ma mère est venue à l'hôpital, a tenu Sophie pendant exactement 10 minutes, a pris 3 photos et est partie parce qu'elle avait des projets avec Nathalie. Mon père n'est jamais venu du tout. Il aidait Nathalie à emménager dans un nouveau condo, un condo que mes parents avaient co-signé parce que son crédit n'était pas assez bon par elle-même. Quand Lucas est né 18 mois après Sophie, mes parents ne sont pas venus à l'hôpital. Ils ont envoyé une carte dans un petit panier cadeau, le genre qu'on achète à la caisse de l'épicerie. Nathalie a visité une fois, a tenu Lucas pour une photo qu'elle a postée sur ses réseaux sociaux avec une légende disant qu'elle était la meilleure tante de tous les temps, puis n'a plus visité pendant 6 mois. Mes enfants ont grandi en sachant que leurs grands-parents existaient mais sans vraiment les connaître. Patricia et Robert étaient des noms attachés à des gens qui apparaissaient aux fêtes obligatoires, qui offraient des cadeaux génériques clairement achetés à la dernière minute, qui ne posaient aucune question sur l'école, les amis ou les intérêts. Pendant ce temps, ma belle famille, les parents de Daniel, sont devenus les grands-parents fonctionnels. Ils faisaient du babysitting tous les vendredis. Ils venaient à chaque pièce de théâtre scolaire et match de football. Ils savaient que Sophie adorait dessiner et que Lucas était obsédé par les dinosaures. Ils étaient présents. Mes parents ne l'étaient pas. Et pendant des années, je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. J'avais construit une vie séparée d'eux. Une belle vie avec un mari qui m'aimait et des enfants qui s'épanouissaient. Je n'avais pas besoin de l'approbation ou de l'attention de mes parents. J'étais passé à autre chose. Mais passer à autre chose et guérir ne sont pas la même chose. Et quand cette invitation de mariage est arrivée avec les noms de mes enfants manifestement absents, quand la note de ma mère a rejeté avec désinvolture leur droit d'être inclus, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces années à ravaler la douleur, à rationaliser la négligence, à me convaincre que j'allais bien en voler en éclats en un instant. Parce que ce n'était plus à propos de moi. C'était à propos de Sophie et Lucas. C'était à propos de mes parents regardant mes enfants et décidant qu'ils étaient moins importants, moins dignes, moins précieux que l'esthétique de la journée parfaite de Nathalie. Et cela, je ne pouvais pas le pardonner. Je me suis assise devant mon ordinateur cette nuit-là en fixant ces fichiers, ces documents qui représentaient des années de travail dont ma famille ne savait rien, et j'ai pris une décision. Si mes parents voulaient exclure mes enfants, si Nathalie voulait sa célébration parfaite réservée aux adultes, s'ils voulaient tous prétendre que ma famille ne comptait pas, alors je leur montrerai exactement ce qui se passe quand on sous-estime quelqu'un qu'on a passé une vie à ignorer. Vous voyez, pendant qu'ils étaient occupés à célébrer Nathalie, j'avais été occupé à bâtir un empire dont ils ignoraient l'existence. Et cet empire était sur le point de devenir la chose la plus importante de leur monde. Parce que le lieu où Nathalie prévoyait de se marier, ce magnifique domaine en vert et blanc au bord de la rivière, celui qui coûtait une fortune à réserver, celui qui l'avait fait crier de joie quand Brandon l'avait demandé en mariage là-bas, ce lieu n'appartenait pas aux Whitmore. Il appartenait à un groupe d'investissement immobilier qu'il avait acheté il y a 3 ans alors qu'il était au bord de la faillite. Un groupe d'investissement immobilier que j'avais fondé, un groupe d'investissement immobilier qui opérait sous un nom si fade et anodin que personne n'avait jamais pensé à chercher qui le possédait réellement. Le domaine Riverside était à moi, et Nathalie n'avait aucune idée qu'elle planifiait son mariage de rêve sur une propriété que je contrôlais. Je n'avais pas l'intention de devenir investisseur immobilier. Ce n'était pas un grand plan que j'avais élaboré à l'université ou un rêve d'enfant que j'avais nourri. C'est arrivé par accident, comme la plupart des choses importantes dans la vie, par une combinaison de nécessité, d'opportunité et de rancune. Après notre mariage, Daniel et moi vivions dans un appartement exigu au sud-est de Portland où les murs étaient si fins que nous pouvions entendre les conversations de nos voisins mot pour mot. Je travaillais au cabinet de conseil, faisant des analyses de marché pour des clients qui se souvenaient rarement de mon nom. Et Daniel déboguait des logiciels pour une start-up qui le payait en part qui ne se matérialiserait probablement jamais.
Nous étions fauchés de cette manière spécifique dont les jeunes couples sont fauchés, où vous ne mourrez pas de faim, mais vous mangez certainement des pâtes 4 soirs par semaine et vous demandez si vous avez vraiment besoin de Netflix ou si vous pouvez juste emprunter l'identifiant de quelqu'un. Mes parents n'ont jamais proposé d'aider. Quand Nathalie avait besoin d'argent pour le loyer, ils l'envoyaient immédiatement. Quand elle voulait faire un voyage en Europe pour se trouver elle-même, ils le finançaient sans poser de questions. Quand sa voiture tombait en panne, ils lui en achetaient une nouvelle. Mais quand Daniel et moi avons eu du mal à payer le loyer après une facture médicale imprévue, quand j'ai appelé mon père et demandé si nous pouvions emprunter $1000 juste jusqu'à ma prochaine paie, il avait soupiré lourdement et dit qu'il y réfléchirait. Il n'a jamais rappelé. Nathalie a reçu un chèque de $5000 ce même mois pour son anniversaire. J'ai arrêté de demander de l'aide après ça. Non pas parce que j'étais trop fier, bien que la fierté ait joué un rôle, mais parce que j'avais finalement compris qu'aux yeux de mes parents, mes luttes forgeaient le caractère. Alors que celles de Nathalie étaient des tragédies, j'étais censé me débrouiller seul. Alors, je l'ai fait. Le cabinet de conseil pour lequel je travaillais se spécialisait dans l'aide aux entreprises pour optimiser leurs opérations, réduire les coûts, améliorer l'efficacité. J'étais doué pour ça. Vraiment doué. Je pouvais regarder les finances d'une entreprise et voir des modèles que d'autres manquaient, identifier le gaspillage, repérer des opportunités de croissance. Mes analyses ont fait économiser aux clients des centaines de milliers de dollars. Mon patron m'aimait parce que je le faisais paraître brillant. Il emmenait mes rapports dans les réunions clients, présentait mes conclusions comme ses propres idées, et encaissait les bonus pendant que je recevais une augmentation annuelle standard qui suivait à peine l'inflation. C'était la dynamique de mes parents recréée sous forme professionnelle. J'étais le moteur, quelqu'un d'autre était la façade, et on attendait de moi que je sois reconnaissante de l'opportunité de contribuer. Mais j'ai commencé à garder des copies de tout ce que je faisais. Chaque analyse, chaque recommandation, chaque stratégie développée. J'ai construit un portefeuille de mon propre travail documenté avec des horodatages et des traces de courriel qui prouvaient ma paternité. Et j'ai commencé à prendre des clients en parallèle. De petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre les tarifs du cabinet de conseil, mais qui avaient désespérément besoin d'aide. Une propriétaire de café qui était à 3 mois de la fermeture, une librairie familiale écrasée par les détaillants en ligne. Une petite société de gestion immobilière qui perdait de l'argent à cause de systèmes inefficaces. Je les rencontrais après les heures de travail et le week-end, je facturais des tarifs que je pouvais me permettre parce que je ne payais pas un bureau au centre-ville et un personnel de 20 personnes, et je réglais leurs problèmes. La propriétaire du café a restructuré ses contrats de fournisseurs sur la base de mes recommandations et était rentable en 6 mois. La librairie a pivoté vers l'organisation d'événements et la création d'un espace communautaire, devenant un point d'ancrage du quartier au lieu d'être juste un lieu de vente au détail. La société de gestion immobilière, celle-là était intéressante. Il s'appelait Gérald, et il avait 72 ans, il était fatigué et prêt à prendre sa retraite. Il possédait 4 petits immeubles d'appartements à North Portland, des propriétés décentes dans des quartiers qui commençaient tout juste à montrer des signes de gentrification. Il perdait de l'argent parce qu'il était trop confiant, trop gentil, trop disposé à laisser passer les choses. Les locataires payaient en retard, les réparations n'étaient pas faites, et sa comptabilité était un désastre. J'ai passé 3 mois à l'aider à organiser ses opérations, à mettre en œuvre des systèmes, à former un gestionnaire à temps partiel. À la fin, ses propriétés fonctionnaient bien et faisaient des bénéfices. Il était si reconnaissant qu'il m'a proposé un marché. Il voulait vendre et prendre sa retraite en Arizona, où vivait sa fille. Mais il ne voulait pas vendre à un gros promoteur qui prendrait les immeubles et triplerait les loyers. Il voulait quelqu'un qui prendrait soin de ses locataires, des gens qui vivaient là depuis des années et méritaient la stabilité. Il a proposé de me vendre les immeubles en dessous de la valeur marchande si je promettais de les garder abordables et de les entretenir correctement. Je n'avais pas d'argent. Daniel et moi avions peut-être $8000 d'économie. Les immeubles valaient plus d'1 million de dollars, même au prix réduit de Gérald. C'était impossible. Sauf que je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'ai passé une semaine à faire des calculs, à modéliser des scénarios, à rechercher des options de financement. J'ai appelé chaque banque, chaque coopérative de crédit, chaque prêteur alternatif que je pouvais trouver. La plupart se moquaient de moi. Une femme de 26 ans sans réelle expérience immobilière et sans argent voulait acheter 4 immeubles d'appartements. C'était absurde. Mais j'ai continué à essayer parce que quelque chose en moi refusait d'accepter que l'opportunité n'était que pour les gens qui avaient déjà des ressources.
J'ai finalement trouvé une petite banque communautaire prête à tenter sa chance. L'agent de prêt était une femme nommée Carla qui avait passé sa carrière à se battre pour faire approuver des prêts pour des gens que les grandes banques ignoraient. Elle a regardé mon plan d'affaires, celui que j'étais resté éveillé 3 nuits d'affilée à créer, et elle a vu ce que je voyais. Pas un risque, mais un potentiel. Elle a approuvé le prêt avec des conditions. Je devais mettre 10% d'apport, ce qui signifiait que j'avais besoin de 100 000 $ que je n'avais pas. J'avais besoin de co-signataires. J'avais besoin d'une preuve de revenu. J'avais besoin d'un miracle. J'ai appelé mes parents une fois de plus. J'ai expliqué l'opportunité, les chiffres, le potentiel. J'ai demandé s'ils voulaient bien co-signer, leur ai dit qu'ils n'auraient pas à mettre d'argent, juste leur signature et leur crédit. Mon père avait écouté en silence et avait ensuite dit non. Il a dit que l'immobilier était trop risqué. Il a dit que j'étais impulsive. Il a dit que je devrais me concentrer sur mon travail et laisser les professionnels gérer les investissements. Puis il a demandé si j'avais parlé à Nathalie récemment parce qu'elle traversait une période difficile après une rupture et qu'elle aurait bien besoin du soutien de sa grande sœur. J'ai raccroché et j'ai pleuré pendant 1 heure. Puis j'ai appelé les parents de Daniel. Martin et Joyce avaient été enseignants dans une école publique toute leur carrière. Ils vivaient dans une maison modeste à Gresham, conduisaient des voitures qu'ils possédaient depuis plus d'1 décennie et prenaient 1 semaine de vacances par an pour visiter de la famille dans le Montana. Ils n'avaient pas d'argent à perdre. Mais quand j'ai expliqué la situation, quand je leur ai montré mon plan d'affaires et mes projections, quand je leur ai parlé de Gérald et de ses locataires et de l'opportunité de faire quelque chose de bien tout en construisant quelque chose de durable, ils n'ont pas hésité. Ils ont refinancé leur maison. Ils ont ouvert une ligne de crédit sur la valeur nette de leur maison. Ils m'ont donné les 100 000 $ dont j'avais besoin, non pas comme un prêt, mais comme un investissement. Ils sont devenus mes premiers partenaires. Nous avons formé une LLC, Harris Property, nommée d'après la grand-mère de Daniel. J'ai signé les papiers pour acheter les immeubles de Gérald un vendredi après-midi de mars. J'étais terrifiée et exaltée et plus certaine que je ne l'avais jamais été que je faisais exactement ce que j'étais censé faire. La première année a été brutale. Je gérais les propriétés moi-même tout en travaillant à temps plein au cabinet de conseil. J'ai appris à réparer des robinets qui fuient et à déboucher des canalisations. J'ai négocié avec des entrepreneurs et couru après les loyers impayés. Je me pointais à 2 heures du matin quand un tuyau éclatait et à 6 heures du matin quand un locataire s'enfermait dehors. Daniel aidait quand il le pouvait, mais il faisait de longues heures pour essayer de faire décoller sa start-up. Mes beaux-parents aidaient aussi. Martin s'occupait de l'entretien de la pelouse et Joyce organisait une journée d'appréciation des locataires qui renforçait la bonne volonté et la communauté. Mes propres parents n'ont jamais demandé comment ça se passait. Ils ne savaient pas que j'avais acheté les immeubles. Je ne leur ai jamais dit. À quoi bon? Ils avaient clairement fait comprendre que mes ambitions ne valaient pas leur soutien. Mais la propriété s'est stabilisée. Les locataires restaient parce que je les traitais avec respect, tenais mes promesses et entretenais les immeubles correctement. Le bruit a couru dans le quartier que j'étais une bonne propriétaire, une rareté dans une ville où les loyers montaient en flèche et où les familles déplacées étaient courantes. J'ai commencé à recevoir des appels d'autres petits propriétaires. Des gens comme Gérald qui voulaient vendre à quelqu'un qui ne détruirait pas ce qu'ils avaient construit. En 3 ans, je possédais 12 immeubles. En 5 ans, j'en avais 20. J'ai quitté le cabinet de conseil lorsque mes revenus immobiliers ont dépassé mon salaire. Mon patron était choqué. Il m'a offert une augmentation, une promotion, un bureau d'angle. J'ai tout refusé et je suis parti avec mon portefeuille de travail et une liste de contacts qui deviendraient mes clients de conseil privé. Sophie était un tout petit à ce moment-là, et j'étais enceinte de Lucas. Je travaillais à domicile, gérant des propriétés grâce à une combinaison de bons systèmes et d'une petite équipe de personnes en qui j'avais confiance. J'ai embauché une gestionnaire immobilière nommée Hélène, qui avait du mal à trouver du travail après avoir quitté une relation abusive. J'ai embauché un superviseur de maintenance nommé Marcus qui était sorti du système de placement familial et essayait de construire une vie sans soutien familial. J'ai embauché des gens qui avaient besoin qu'on leur donne une chance, qui comprenaient ce que signifiait être négligé, et je les payais bien et les traitais avec dignité. Ils étaient loyaux d'une manière qui allait au-delà de l'emploi. Ils croyaient en ce que nous construisions parce qu'ils participaient à sa construction. Mes parents ne savaient toujours rien. Ils ne demandaient jamais de nouvelles de mon travail, ne s'enquéraient jamais de la façon dont nous pouvions nous permettre notre maison ou comment nous payions nos factures.
Il supposait que le travail technique de Daniel couvrait tout, ou il ne s'en souciait tout simplement pas assez pour se poser la question. Nathalie ne demandait certainement jamais. Elle était trop occupée par sa propre vie, passant d'un emploi à l'autre qu'elle quittait quand il devenait ennuyeux, sortant avec des hommes qui finançaient son train de vie, cultivant une image de glamour sans effort sur les réseaux sociaux tandis que mes parents subventionnaient la réalité derrière les filtres. Et je les laissais rester ignorants parce que leur ignorance me donnait la liberté. Ils ne pouvaient pas critiquer ce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne pouvaient pas minimiser les réalisations dont ils ignoraient l'existence. J'opérais dans un domaine complètement séparé de leur conscience. Et cette séparation est devenue mon plus grand avantage. Puis l'opportunité du domaine Riverside est apparue. C'était 8 ans après avoir acheté mes premiers immeubles. À ce moment-là, mon portefeuille comprenait des propriétés résidentielles, quelques petits espaces commerciaux et un partenariat dans un projet de développement qui transformait un entrepôt abandonné en loft de travail pour artistes. J'avais appris à repérer le potentiel là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Le domaine Riverside était définitivement un problème. Il avait été construit 15 ans plus tôt par un couple riche qui l'envisageait comme le premier lieu de mariage et d'événements de Portland. L'emplacement était magnifique, juste sur la rivière Willamette avec vue sur l'eau et la ligne d'horizon de la ville. L'architecture était moderne et élégante, tout en murs de verre et lignes épurées avec des jardins qui descendaient en cascade jusqu'à un quai privé. Il aurait dû avoir du succès. Au lieu de cela, c'était un gouffre financier. Les propriétaires n'avaient aucun sens des affaires. Ils réservaient des événements à des tarifs qui ne couvraient pas leurs coûts. Ils négligeaient l'entretien de la propriété et l'entretien différé se transformait en réparation d'urgence coûteuse. Ils embauchaient du personnel peu fiable et ont développé une réputation d'événements qui semblaient beaux en photo mais étaient des désastres dans l'exécution. Les mariés se plaignaient de livraisons manquantes, de promesses non tenues et de vendeurs qui arrivaient en retard ou pas du tout. Les critiques étaient cinglantes. En 5 ans, les réservations ont chuté à presque rien. Les propriétaires ont contracté des prêts pour continuer à fonctionner, puis ont contracté d'autres prêts pour payer les premiers prêts. À la 10e année, ils se noyaient. À la 12e année, la banque a saisi. La propriété est restée vide pendant 2 ans. La banque a essayé de la vendre, mais n'a pas pu trouver d'acheteurs prêts à assumer la quantité de travail nécessaire. Le prix a chuté et a chuté encore. J'ai regardé cela se produire à distance, suivant les annonces, étudiant les finances qui étaient publiques en raison de la saisie. J'ai vu ce que tout le monde voyait, un désastre. Mais j'ai aussi vu autre chose, du potentiel, parce que les problèmes étaient tous opérationnels, pas structurels. L'ossature du lieu était excellente. L'emplacement était irremplaçable. Ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un qui comprenait les systèmes, qui savait comment construire des opérations fiables, qui avait des liens avec de bons entrepreneurs et vendeurs. Quelqu'un comme moi. J'ai réuni un groupe d'investissement. Hélène, ma gestionnaire immobilière, avait économisé de manière agressive et voulait investir dans quelque chose de plus grand que les locations résidentielles. Marcus avait de l'argent de famille qu'il n'avait jamais touché, un héritage d'une grand-mère qui avait cru en lui quand personne d'autre ne l'avait fait. Priya, une entrepreneur technologique que j'avais rencontrée grâce à mon travail de conseil, cherchait à diversifier son portefeuille. Julian, qui dirigeait l'entreprise de planification d'événements la plus prospère de Portland, voulait un lieu qu'il pourrait contrôler et élever. Nous avons mis nos ressources en commun et fait une offre si basse qu'elle était presque insultante. La banque, désespérée de se débarrasser de la propriété, a accepté. Nous avons passé 6 mois à rénover. Pas une rénovation complète. Nous n'avions pas ce genre de capital, mais une rénovation intelligente. Nous avons réparé tout ce qui était cassé, mis à jour tout ce qui était daté et créé des systèmes qui empêcheraient le chaos qui avait tourmenté les propriétaires précédents. Julian a fait venir son équipe pour gérer les réservations et coordonner les événements. Hélène s'est occupée de la logistique opérationnelle. Marcus a supervisé la maintenance et les installations. Priya a construit une infrastructure technologique qui a tout rationalisé, de la planification au paiement. J'ai supervisé les finances et la stratégie globale. Nous avons rouvert le domaine Riverside 18 mois après l'avoir acheté avec une campagne marketing qui mettait l'accent sur la fiabilité, la beauté et une exécution sans faille. Nous étions complets en 3 mois. C'était il y a 3 ans. Depuis lors, le domaine Riverside était devenu l'un des lieux les plus recherchés de Portland. Nous accueillons des mariages chaque week-end d'avril à octobre, des événements d'entreprise pendant la semaine et des fêtes privées allant de rassemblements intimes à des galas pour 300 personnes.
Nous étions rentables, respectés et entièrement hors du radar de ma famille. Il n'avait aucune idée que j'étais copropriétaire de quoi que ce soit, et encore moins de l'un des premiers lieux d'événements de Portland. Pourquoi l'aurait-il su? Il ne demandait jamais ce que je faisais. Il n'exprimait jamais d'intérêt pour ma vie au-delà des politesses superficielles requises lors des réunions de vacances. Et donc, quand Nathalie s'est fiancée à Brandon Whitmore et a commencé à planifier son mariage, quand elle s'est extasiée auprès de ma mère à propos du lieu qu'elle avait trouvé, celui qui était absolument parfait et si exclusif qu'ils avaient de la chance d'obtenir une réservation, j'avais écouté avec une expression prudente d'intérêt poli et n'avais rien dit. J'ai su au moment où elle a mentionné le nom. Le domaine Riverside. Elle m'avait montré des photos sur son téléphone, soulignant les murs de verre et les vues sur la rivière, les jardins où elle aurait sa cérémonie, la salle de bal où ils auraient le dîner et la danse. Elle n'avait aucune idée que lorsqu'elle a soumis son acompte et signé son contrat, cet argent est allé sur un compte que je gérais. Elle n'avait aucune idée que lorsqu'elle a rencontré le coordinateur d'événements pour discuter des détails, ce coordinateur rendait compte à Julien, qui me rendait compte. Elle n'avait aucune idée que chaque élément de son mariage parfait était orchestré par la sœur qu'elle avait passé toute sa vie à éclipser. Et je n'avais rien dit parce que j'attendais. J'attendais de voir si cette famille pouvait me surprendre. J'attendais de voir si, juste une fois, ils pourraient choisir différemment. L'invitation de mariage réservée aux adultes fut ma réponse. Ils ont choisi exactement comme ils l'avaient toujours fait. Les désirs de Nathalie avant l'inclusion de mes enfants, l'esthétique avant la famille, l'image avant la substance. Et en faisant ce choix, ils m'ont donné quelque chose de plus précieux qu'ils ne pouvaient le comprendre. Ils m'ont donné la certitude. La certitude que je ne leur devais rien. La certitude que protéger mes enfants de leur amour conditionnel n'était pas de la cruauté, mais de la miséricorde. La certitude que ce que j'allais faire n'était pas de la vengeance, mais des limites. Parce que j'avais passé 35 ans à essayer de gagner une place dans cette famille. J'avais été la bonne fille, la sœur qui ne se plaint pas, celle qui se présentait et souriait et ravalait sa douleur. Et cela n'avait jamais été assez. Cela ne serait jamais assez. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'être assez pour eux et j'ai commencé à être tout pour moi-même. Le mariage était prévu pour le 15 juin, dans 4 mois. Nathalie planifiait depuis plus d'1 an, depuis que Brandon l'avait demandé en mariage sur le quai du domaine au coucher du soleil, un moment qu'elle avait posté sur toutes les plateformes de réseaux sociaux avec des photos professionnelles et une légende sur les contes de fées devenant réalité. Les Whitmore payaient la majeure partie de la facture, un fait que ma mère mentionnait constamment avec une fierté mal dissimulée. La famille de Brandon avait de l'argent, du vrai argent, le genre qui provenait de générations d'investissements prudents et de mariages stratégiques. Ils possédaient une chaîne de concessionnaires de voitures de luxe à travers le nord-ouest du Pacifique et s'étaient diversifiés dans le développement immobilier et le capital investissement. Gregory Whitmore, le père de Brandon, était le genre d'homme qui portait des costumes sur mesure et jouait au golf dans des clubs de campagne qui ne faisaient pas de publicité pour l'adhésion. Diane Whitmore, sa mère, siégeait au conseil d'administration de 3 organisations à but non lucratif et organisait des collectes de fonds où les billets coûtaient $1000 l'assiette. Nathalie avait essayé de se marier dans la richesse toute sa vie d'adulte. Elle fréquentait des hommes en fonction de leur valeur nette potentielle, cultivait des amitiés avec des femmes qui avaient des fonds fiduciaires et façonnait une image de sophistication qui était tout en surface et sans substance. Brandon était son couronnement, la preuve qu'elle appartenait à des cercles dont la plupart des gens ne faisaient que lire l'existence. Et mes parents étaient ravis. Ils parlaient constamment des Whitmore, glissant leur nom dans les conversations comme si cela élevait notre famille par association. Ma mère avait déjà acheté 3 nouvelles tenues pour divers événements liés au mariage. Mon père s'était fait tailler un nouveau costume. Il se préparait à se prélasser dans la gloire reflétée d'être les parents de la mariée qui s'était bien mariée, qui avait assuré son avenir, qui avait tout fait correctement. Je les ai laissés planifier. J'ai laissé Nathalie envoyer ses mises à jour dans le chat de groupe familial, des photos d'essayage de robes et d'arrangements floraux et de dégustation de gâteaux. J'ai laissé ma mère coordonner les invitations à la fête prénuptiale et les détails du dîner de répétition. J'ai regardé tout cela se dérouler avec le détachement de quelqu'un observant une pièce qu'il avait déjà lue parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais que le contrat du lieu que Nathalie avait signé incluait une clause d'annulation standard. Toute annulation effectuée moins de 90 jours avant la date de l'événement entraînait la perte de l'intégralité de l'acompte et la responsabilité de 50% du solde restant. L'acompte de Nathalie était de $15 000. Le coût total de son forfait mariage était de $80 000. Si son mariage était annulé avec un préavis de moins de 90 jours,
elle perdrait 15 000 $ et en devrait 40 000 de plus. 55 000 $ partis en fumée. Et le contrat incluait également une clause qui donnait au lieu le droit d'annuler pour n'importe quelle raison avec un préavis de 60 jours avec un remboursement complet des dépôts, mais aucune responsabilité pour les coûts ou dommages supplémentaires. C'était une clause de protection standard dans l'industrie conçue pour donner au lieu une porte de sortie si un client devenait abusif envers le personnel, s'il violait les conditions de service, si les circonstances rendaient l'événement intenable. J'avais écrit cette clause moi-même lorsque nous avons rédigé nos contrats. Je n'avais jamais imaginé que je l'utiliserais jusqu'à maintenant. Les semaines suivant l'invitation semblaient irréelles, comme regarder une tempête se former à l'horizon alors que tout le monde autour de moi commentait la beauté des nuages. Nathalie envoyait des mises à jour quotidiennes au chat de groupe familial. Elle avait trouvé le photographe parfait, un qui avait photographié des mariages de célébrités mineures et facturait en conséquence. Elle avait choisi un fleuriste spécialisé dans les installations qui semblaient appartenir à des galeries de musées. Elle avait engagé un quatuor à cordes qui jouait à l'orchestre symphonique. Chaque détail était organisé pour un impact maximal, chaque choix conçu pour communiquer la richesse, le goût et l'appartenance. Ma mère répondait à chaque mise à jour avec des émojis enthousiastes et des points d'exclamation. Mon père intervenait occasionnellement avec de brèves affirmations. Tante Linda posait des questions sur les palettes de couleurs et le nombre d'invités. Oncle Thomas faisait des blagues sur les bars ouverts et les désastres sur la piste de danse. Cousine Michel se portait volontaire pour aider avec les décorations et l'installation. Le fil bourdonnait d'excitation collective. Une famille unie dans la célébration de la réussite de Nathalie. Je regardais en silence, mon nom apparaissant dans la liste des destinataires, mais ma voix manifestement absente. Personne ne l'a remarqué, ou s'ils l'ont fait, ils ne s'en sont pas souciés assez pour demander pourquoi. Daniel l'a remarqué. Il jetait un coup d'œil à mon téléphone lorsque les notifications allumaient l'écran, me voyait lire les messages et reposer le téléphone sans répondre. Un soir, environ 3 semaines après l'arrivée de l'invitation, il m'a trouvé assise sur le porche arrière avec un verre de vin, regardant dans le vide. Il s'est assis à côté de moi et a attendu, une compétence qu'il avait perfectionnée au fil des années de mariage. Il savait que je parlerais quand je serais prête. Que pousser ne ferait que me faire reculer davantage. Après plusieurs minutes de silence rompu uniquement par le bruit du vent dans les arbres et la circulation lointaine, j'ai finalement parlé. Je dois te dire quelque chose, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu entendes tout avant de répondre. Au cours de l'heure suivante, je lui ai tout raconté, non seulement à propos de l'invitation au mariage et de l'exclusion de nos enfants. Il connaissait déjà cette partie, mais à propos du côté commercial des choses, de Harris Property et du groupe d'investissement et du domaine Riverside. Il savait que je possédais des propriétés locatives, mais il ne connaissait pas toute l'étendue de ce que j'avais construit. Je l'avais cloisonné, pas exactement par secret, mais par désir d'avoir quelque chose qui était entièrement à moi, quelque chose que je n'avais pas à expliquer, justifier ou défendre. Pendant que je parlais, lui décrivant la chronologie des acquisitions, des partenariats et de la croissance, son expression est passée de la surprise à quelque chose proche de l'admiration. Quand j'ai terminé en expliquant que le lieu de rêve de Nathalie était en fait mon lieu, que son mariage parfait était planifié sur une propriété que je possédais, il s'est adossé et a laissé échapper un long souffle. « Comment ai-je pu ne pas savoir ça ?» a-t-il demandé, non pas accusateur, mais sincèrement curieux. « Tu connais Harris Property ?» ai-je dit. « Tu as rencontré Hélène et Marcus. Tu as vu les états financiers quand nous déclarons nos impôts. » Il a secoué la tête. « Je savais que tu possédais des propriétés locatives. Je ne savais pas que tu possédais 20 immeubles. Je ne savais pas que tu possédais le domaine Riverside. Je ne savais pas que tu étais. » Il s'est arrêté, cherchant ses mots. « Je ne savais pas que tu dirigeais un empire. » J'ai souri, un petit sourire serré qui n'atteignait pas mes yeux. « Ce n'est pas un empire, ai-je dit. Ce sont juste de bonnes décisions accumulées au fil du temps. » Il a pris ma main. « Victoria, c'est extraordinaire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit toute l'étendue de la chose ? » Je m'étais moi-même posé cette question de nombreuses fois. La réponse était compliquée, stratifiée de vieilles blessures et de comportements appris. Parce que si je le disais aux gens, si je le rendais visible, cela devenait quelque chose qu'ils pouvaient commenter, critiquer, minimiser. Mes parents m'avaient appris que mes réalisations étaient soit attendues, soit insignifiantes. Nathalie m'avait appris que mes succès la mettaient mal à l'aise, menaçaient sa position d'unique. J'avais appris à garder mes victoires silencieuses, à célébrer en privé,
à construire dans l'ombre. C'était devenu une habitude. Mais Daniel n'était pas mes parents. Il n'était pas Nathalie. Il était la personne qui me voyait vraiment, et aimait ce qu'il trouvait. Alors, je lui ai dit la vérité. Parce que je voulais quelque chose qui soit juste à moi, ai-je dit doucement. Quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher, souiller ou s'attribuer, quelque chose qui existait en dehors de leur récit. Il a serré ma main. Je comprends ça, a-t-il dit. Mais je suis ton mari. Je suis dans ton équipe. Tu n'as pas à te cacher de moi. J'ai senti les larmes me piquer les yeux, inattendues et importunes. Tu as raison, ai-je dit. Je suis désolé. J'aurais dû partager davantage. Il a secoué la tête. Ne t'excuse pas. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Je veux juste m'assurer que tu sais que quoi que tu planifies, parce que je sais que tu planifies quelque chose, je suis avec toi. J'ai cligné des yeux pour repousser les larmes et les regarder. Qu'est-ce qui te fait penser que je planifie quelque chose? Il a ri, le son chaleureux et complice. Parce que je suis marié avec toi depuis 9 ans. Je connais ce regard. Je sais ce que ça signifie quand tu deviens calme et observatrice. Tu n'es pas triste à propos de l'invitation au mariage. Tu calcules. Alors, que calcules-tu? Je lui ai dit. J'ai expliqué la clause d'annulation, le calendrier, les implications financières. Je lui ai expliqué ce qui se passerait si le lieu exerçait son droit d'annulation. Il a écouté sans interrompre, son expression devenant plus sérieuse à mesure que la réalité de ce que j'envisageais s'installait. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. Puis il a posé la question que je me posais moi-même. Veux-tu vraiment faire ça? Ce n'est pas une question de vouloir, ai-je dit. C'est une question de ce qui est juste. Ils ont exclu nos enfants d'un mariage familial. Ils ont fait un choix qui dit que Sophie et Lucas sont moins importants que l'esthétique. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer ou pardonner. Mais cela ne blessera pas seulement Nathalie, a-t-il dit doucement. Cela blessera tes parents aussi. Cela mettra probablement fin à ta relation avec eux. J'y avais beaucoup réfléchi. La vérité était que je n'étais pas sûr que nous avions une relation à terminer. Nous avions de la proximité. Nous avions de l'obligation. Nous avions la performance de la famille, mais la relation impliquait la réciprocité, l'attention mutuelle, une véritable connexion. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que mes parents avaient demandé des nouvelles de ma vie avec un réel intérêt. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'ils s'étaient montrés présents pour moi sans qu'on le leur demande. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'ils m'avaient choisi plutôt que Nathalie. Peut-être qu'il y avait eu des moments quand j'étais très jeune, avant que la personnalité de Nathalie n'ait pleinement émergé, avant que les rôles n'aient été attribués. Mais ces moments, s'ils existaient, étaient si lointains qu'ils ressemblaient à des histoires que quelqu'un m'avait racontées plutôt qu'à des souvenirs que je possédais. J'ai regardé Daniel, cet homme qui m'avait donné plus d'amour et de soutien en 9 ans que mes parents ne m'en avaient donné en 35. Ma relation avec eux s'est terminée il y a longtemps, ai-je dit. J'ai juste fait semblant que non parce que faire semblant était plus facile que de faire le deuil. Mais je ne peux plus faire semblant. Pas quand cela affecte nos enfants. Il a hoché la tête lentement. Alors je te soutiens, a-t-il dit. Quoi que tu décides de faire, je suis avec toi. Promets-moi juste que tu le fais pour les bonnes raisons, pas par vengeance, mais pour poser des limites. J'ai examiné ces mots attentivement. La vengeance serait d'agir par méchanceté, de vouloir causer de la douleur pour le plaisir de la douleur. Les limites consistaient à protéger ce qui comptait, à dire ça suffit, à refuser de participer à ma propre diminution. Cela ressemblait à des limites. Cela ressemblait à enfin, après des décennies à accepter des miettes, quitter une table qui n'avait jamais été dressée pour moi. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien. Il était sur le lieu pour faire une visite de repérage pour un événement d'entreprise à venir. Quand il a répondu, je pouvais entendre l'écho de la salle de bal vide en arrière-plan. « Eh, patronne » a-t-il dit joyeusement. « Quoi de neuf ? J'ai besoin de te parler d'une réservation, ai-je dit. Le mariage est Whitmore en juin. Il a marqué une pause. Le mariage de ta sœur. J'avais parlé de ma situation familiale à mes partenaires commerciaux lorsque nous avons formé le groupe d'investissement. Pas dans les moindres détails, mais assez pour qu'ils comprennent la dynamique. Julien savait que Nathalie et moi n'étions pas proches, que ma famille était compliquée, qu'il y avait un passif.
Mais il ne savait pas que les enfants étaient exclus. Je l'ai mis au courant maintenant, gardant ma voix égale et factuelle. Quand j'ai fini, il a laissé échapper un sifflement bas. C'est froid, a-t-il dit. Bannir des enfants d'un mariage familial. Sa propre nièce et son propre neveu. Ouais, ai-je dit. Donc, j'envisage d'exercer la clause d'annulation du lieu. Il y a eu un long silence. Victoria, a-t-il dit prudemment. Je comprends pourquoi tu es contrarié. Je le serais aussi, mais annuler son mariage, c'est l'option nucléaire. Es-tu sûr? Je suis sûr que je ne veux pas faciliter un événement qui célèbre une famille qui ne valorise pas mes enfants. Ai-je dit. Je suis sûr que je ne veux pas profiter du mariage de ma sœur alors qu'elle ne pense pas que mes enfants sont dignes d'y assister. Je suis sûr que j'ai fini d'être invisible et accommodante. Il a soupiré. D'accord. A-t-il dit, je t'entends, mais nous devons penser aux implications commerciales. Les Whitmore ont de l'argent et des relations. Si nous annulons, ils pourraient nous causer des ennuis. Mauvaise critique, menaces juridiques, pression sur d'autres clients. Nous avons travaillé dur pour bâtir la réputation que nous avons. Je ne veux pas risquer ça. Il avait raison d'être inquiet. J'avais pensé aux retombées potentielles. Les Whitmore étaient exactement le genre de personnes qui pouvaient causer des problèmes s'ils se sentaient lésés. Gregory Whitmore siégeait à des conseils d'administration, connaissait des avocats et avait des amis au gouvernement municipal. Diane Whitmore était connectée à toutes les familles riches de la scène sociale de Portland. Il pourrait absolument rendre la vie difficile au domaine Riverside s'il le choisissait, mais j'avais aussi pensé au levier. Et j'en avais beaucoup. As-tu vu la liste des invités pour le mariage? Ai-je demandé à Julian. Il a confirmé qu'il l'avait vue. Le client l'avait soumise il y a des semaines dans le cadre du processus de planification. Regarde les noms 15 à 35, ai-je dit. Dis-moi ce que tu remarques. Je l'ai entendu ouvrir le fichier, le bruit de papier froissé ou d'un écran tapoté. Après un moment, il a émis un petit son de réalisation. Ce sont tous des gens avec qui nous avons travaillé, a-t-il dit. Des membres de conseils d'administration d'organisations à but non lucratif pour lesquels nous avons organisé des collectes de fonds, des dirigeants d'entreprises avec lesquels nous avons fait des événements corporatifs, ce propriétaire de galerie qui nous réserve pour des vernissages. Exactement, ai-je dit. Ce mariage n'est pas juste un événement familial. C'est une opportunité de réseautage pour les Whitmore. La moitié de la liste d'invités se compose de personnes qui ont des relations existantes avec notre lieu. Si nous annulons, oui, les Whitmore seront en colère. Mais ils devront aussi expliquer à 40 de leurs relations les plus proches pourquoi le premier lieu de Portland a décidé qu'il ne voulait pas de leur affaire. Et ces relations pourraient se demander ce que les Whitmore ont fait pour brûler ce pont. Julian était silencieux, en train de traiter l'information. Tu as bien réfléchi, a-t-il dit. Je l'ai fait. J'ai confirmé. Ce n'est pas impulsif. C'est stratégique. Je n'essaie pas de les détruire. J'essaie de fixer une limite qui protège ma famille, et je suis prête à accepter les conséquences professionnelles si elles surviennent, mais je ne pense pas qu'elles surviendront. Je pense que les Whitmore trouveront discrètement un autre lieu et diront aux gens qu'il y a eu un conflit d'horaire ou un changement de plan parce qu'en faire tout un plat nécessiterait d'expliquer les détails, et les détails ne les font pas bien paraître. Il a réfléchi pendant un autre long moment. Qu'en pense Hélène, a-t-il demandé. Et Marcus et Priya. Je ne leur ai pas encore parlé, ai-je admis. Je voulais d'abord vérifier avec toi puisque tu gères toute la coordination des événements, mais je discuterai avec tout le monde avant de prendre une décision finale. C'est un partenariat. Je n'agirai pas unilatéralement sur quelque chose d'aussi important. Nous devons nous réunir, a-t-il dit. Tout ce soir si possible. J'ai accepté, et nous avons fixé une heure. Ce soir-là, nous nous sommes réunis tous les 5 dans un restaurant calme au nord-ouest de Portland, un endroit que nous considérions comme notre quartier général non officiel pour les discussions importantes. Nous nous sommes assis dans un box au fond, loin des autres convives, et j'ai exposé la situation dans son intégralité. Je leur ai montré l'invitation avec l'omission flagrante des noms de mes enfants. Je leur ai lu la note de ma mère sur le fait de garder le mariage élégant et entre adultes. J'ai expliqué la dynamique familiale, l'histoire du favoritisme et du rejet, le schéma qui avait culminé en ce moment. Puis je leur ai dit ce que je voulais faire et pourquoi. Hélène a parlé la première. Elle me connaissait depuis le plus longtemps parmi les personnes à table, à part la famille de Daniel.
Elle avait vu mes enfants grandir, avait été aux fêtes d'anniversaire et aux événements scolaires, m'avait vu naviguer dans l'équilibre délicat de bâtir une entreprise tout en élevant une famille en grande partie sans l'implication de mes parents. Je te soutiens, a-t-elle dit fermement. La famille devrait protéger la famille. Si tes parents et ta sœur ne peuvent pas voir la valeur de Sophie et Lucas, c'est leur échec, pas le tien. Et je ne pense pas que tu devrais avoir à accueillir un événement qui te blesse. Marcus a hoché la tête en accord. Il avait sa propre histoire familiale compliquée, des années de rejet et d'instabilité avant de trouver sa voie. Il comprenait ce que signifiait être jugé indigne par des gens qui étaient censés vous aimer. C'est ta décision, a-t-il dit. Mais pour ce que ça vaut, je pense que les limites sont saines. Tu as passé toute ta vie à les accommoder. Peut-être qu'il est temps qu'il t'accommode. Priya s'est penchée en avant, son expression pensive. Je réfléchis à cela d'un point de vue commercial, a-t-elle dit. Et je vois les préoccupations de Julien concernant les retombées potentielles. Mais je vois aussi la force de notre position. Nous ne sommes pas ceux qui sont déraisonnables ici, ce sont eux. Et s'ils essaient de nous peindre comme les méchants, nous avons une trace écrite qui montre que nous n'avons été rien d'autre que professionnels. La clause d'annulation existe pour des situations exactement comme celle-ci. Nous sommes dans notre droit de l'utiliser. De plus, a-t-elle ajouté avec un léger sourire, j'ai fait quelques recherches sur Gregory Whitmore. Il essaie actuellement d'obtenir un financement pour un nouveau projet de développement. Il a besoin de maintenir de bonnes relations avec la communauté d'affaires. Commencer une querelle publique avec un lieu respecté serait mal vu. Il voudra garder ça discret. Julien a été le dernier à donner son avis. Il nous avait tous observés, écoutant la discussion, ses doigts tapotant légèrement sur la table comme il le faisait quand il réfléchissait intensément. Je suis partant, a-t-il dit finalement. Mais je veux le faire intelligemment. Nous annulons avec le préavis complet de 60 jours autorisé par le contrat. Nous offrons un remboursement complet de tous les dépôts et paiements effectués. Nous fournissons une liste de lieux alternatifs et proposons de faciliter le transfert des contacts des fournisseurs. Nous sommes impeccablement professionnels et courtois. Nous ne leur donnons aucune munition pour prétendre que nous avons agi de mauvaise foi. J'ai hoché la tête. C'est exactement ce que je pensais. Nous faisons ça proprement. Pas de drame, pas d'explication au-delà du langage standard de la clause d'annulation. Nous exerçons simplement notre droit contractuel et nous nous retirons. Donc, nous sommes d'accord, a dit Hélène, regardant autour de la table. Tout le monde a hoché la tête. Priya a tendu la main et a serré la mienne. Tu mérites mieux que la façon dont ils t'ont traité, a-t-elle dit. Et tes enfants méritent définitivement mieux. Ne remets pas ça en question. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, une tension que je n'avais pas réalisé porter. Ces gens, mes partenaires commerciaux et amis, me voyaient. Ils comprenaient. Ils me soutenaient d'une manière que ma famille n'avait jamais faite. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne l'affronterai pas seul. Nous avons établi un calendrier. Le mariage était le 15 juin. Nous étions le 20 février. Cela nous donnait un peu moins de 4 mois. L'avis d'annulation de 60 jours devait être envoyé au plus tard le 15 avril. Mais je voulais attendre un peu plus longtemps. Laisser Nathalie s'investir davantage dans la planification. Laisser mes parents s'investir davantage dans le spectacle. Non pas pour être cruel, mais pour m'assurer que lorsque l'annulation arriverait, le message serait sans équivoque. Vous avez exclu mes enfants. Il y a des conséquences à cela. Mars est passé dans un flou de mise à jour de mariage et d'affaires courantes. L'excitation de Nathalie a atteint son paroxysme à mesure que les détails se mettaient en place. Elle a posté à propos de sa fête prénuptiale, une affaire somptueuse que ma mère a organisée dans un restaurant haut de gamme où les invités ont apporté des cadeaux d'une liste qui comprenait des articles coûtant des centaines de dollars. Elle a posté à propos de son enterrement de vie de jeune fille, un week-end dans la région viticole financé par ses demoiselles d'honneur et mes parents. Elle a posté à propos des derniers essayages de robes, de la planification de la lune de miel et du menu de cocktail personnalisé qu'elle avait conçu pour la réception. Chaque publication était une image de perfection soigneusement organisée, filtrée, cadrée et légendée pour communiquer la joie, la sophistication et une vie bien vécue. Je n'en ai liké aucune. Je n'ai commenté aucune d'entre elles. J'ai maintenu mon silence et ma distance. Nathalie ne semblait pas le remarquer ou s'en soucier. Elle était trop absorbée par son propre récit pour enregistrer mon absence de la section des supporters.
Ma mère a appelé une fois pendant cette période, demandant si j'avais déjà commandé ma robe pour le mariage. Elle m'a rappelé que le thème de couleur était blush et or, que les invités devaient s'habiller de manière formelle, que c'était un événement important et que je devrais faire un effort pour avoir une apparence appropriée. Je lui ai dit que je n'avais encore rien commandé. Elle avait soupiré d'exaspération et dit que je devais vraiment prioriser cela, que cela donnerait une mauvaise image de la famille si je me montrais négligé. J'avais promis de m'en occuper et j'ai mis fin à l'appel. L'ironie qu'on me dise de prioriser un mariage dont mes enfants étaient bannis ne m'a pas échappé. Sophie a posé des questions sur le mariage à quelques reprises. Elle avait vu les publications de Nathalie sur mon téléphone, des photos de fleurs, de robes et de modèles de gâteaux. Quand est le mariage de tante Nathalie, a-t-elle demandé un samedi matin devant des crêpes. Bientôt, ai-je dit prudemment. Est-ce qu'on va y aller? Ça va être une fête pour les grands, ai-je dit, gardant ma voix légère. Juste pour les adultes. Son visage s'est assombri. Pourquoi les enfants ne peuvent pas venir? Parfois, les mariages sont juste pour les grands, ai-je expliqué, détestant chaque mot. Mais nous ferons quelque chose de spécial ce même week-end. Peut-être qu'on pourra faire notre propre fête. Lucas, qui avait été plus intéressé par ces jouets dinosaures que par la conversation, a levé les yeux. On peut faire une fête de dinosaures? Absolument, a dit Daniel, intervenant pour rediriger. On peut faire la plus grande fête de dinosaures jamais vue. Un gâteau en forme de T-Rex et tout. Sophie n'était pas entièrement convaincue, mais elle a laissé tomber. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de sa chambre, regardant sa petite forme recroquevillée sous des couvertures couvertes d'étoiles. Elle avait 8 ans, intelligente et sensible, et complètement inconsciente que ses propres grands-parents considéraient sa présence à un événement familial comme un problème à éviter. J'ai senti la rage monter dans ma gorge, chaude et amère. Pas le genre de colère explosive qui s'éteint rapidement, mais le genre froid qui s'installe profondément et vous change. Mes parents apprenaient à mes enfants qu'ils étaient conditionnels, que leur valeur dépendait des circonstances, de la commodité, du fait de ne pas être gênant. Je ne laisserai pas cette leçon prendre racine. Je les en protégerai même si cette protection ressemblait à de l'absence, à de la distance, à des ponts brûlés. Avril est arrivé avec la pluie printanière, les cerisiers en fleurs et l'échéance que je m'étais fixée. Le 10 avril, exactement 66 jours avant le mariage, j'ai rédigé l'avis d'annulation. Julien m'avait aidé avec la formulation, s'assurant qu'elle était juridiquement solide et professionnellement neutre. Elle faisait référence à la clause d'annulation standard, déclarait que le lieu exerçait son droit d'annuler le mariage et Whitmore prévu pour le 15 juin, et offrait un remboursement complet de tous les dépôts et paiements effectués à ce jour. Elle fournissait les coordonnées de 3 lieux comparables et proposait de transférer les contacts des fournisseurs sans frais. C'était courtois, bref et totalement dévastateur. Je l'ai relu une douzaine de fois, cherchant le moindre soupçon d'émotion ou de mesquinerie. Il n'y en avait aucun. C'était une communication commerciale, propre et professionnelle. Je l'ai envoyé à mes partenaires pour examen final. Chacun d'eux a approuvé. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé sur envoyer. L'email est parti à 10h du matin un jeudi. Je savais que Nathalie vérifiait ses emails de manière obsessionnelle. Je savais qu'elle le verrait dans les minutes suivantes. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai continué ma journée, gérant des problèmes de propriété et examinant des rapports financiers, gardant mes mains occupées et mon esprit concentré. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour la réaction. Mon téléphone a commencé à vibrer. À 11h30, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de Nathalie clignoter. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement. Messagerie vocale. Une 3e fois. Messagerie vocale. Puis les SMS ont commencé à affluer. Chacun plus frénétique que le précédent. Victoria, appelle-moi tout de suite. C'est une urgence. Pourquoi le lieu annule-t-il notre mariage? Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi. J'ai posé le téléphone face contre terre sur mon bureau et j'ai continué à travailler. 20 minutes plus tard, ma mère a appelé. J'ai répondu à la 3e sonnerie, gardant ma voix neutre et professionnelle. Bonjour, maman. Victoria, qu'est-ce qui se passe? A-t-elle dit sans préambule, sa voix perchée haut par le stress. Nathalie vient de m'appeler hystérique. Elle dit que le domaine Riverside a annulé son mariage. Sais-tu quelque chose à ce sujet?
Pourquoi saurais-je quelque chose à ce sujet? Ai-je demandé calmement. Je ne travaille pas pour le lieu. Parce que tu es sa sœur. A claqué ma mère. Parce que c'est une crise familiale. Parce que nous devons comprendre ce qui s'est passé et le réparer. Je suis sûr qu'ils ont envoyé une explication dans l'avis d'annulation. Ai-je dit. L'as-tu lu? Ma mère a émis un son exaspéré. Ça dit juste qu'ils exercent une clause du contrat. Ça ne donne pas de vraie raison. Il doit y avoir une erreur. Les lieux n'annulent pas juste des mariages 2 mois avant sans raison. Peut-être devrais-tu les appeler et demander des éclaircissements, ai-je suggéré. Je suis sûr qu'ils expliqueront leur décision. Je n'arrive pas à croire que tu sois si calme à ce sujet, a dit ma mère, sa voix montant. Ta sœur est dévastée. C'est son mariage. Peux-tu au moins faire semblant de t'en soucier? Je m'en soucie, ai-je dit doucement. Je me soucie du fait que ma sœur a planifié un mariage auquel elle ne pensait pas que mes enfants étaient dignes d'assister. Je me soucie du fait que tu as soutenu cette décision. Je me soucie du fait que toute cette famille a clairement indiqué où Sophie et Lucas se classent dans vos priorités. Il y a eu une forte inspiration à l'autre bout de la ligne. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'annulation du lieu? A demandé ma mère. Tout, ai-je dit. Cela a tout à voir avec ça. Il y a eu une pause lourde de confusion et de soupçons naissants. Victoria, a dit ma mère lentement, sa voix tombant vers quelque chose de dangereux. Que as-tu fait? Je n'ai rien fait de mal, ai-je dit. J'ai simplement décidé que je ne suis plus intéressé à faciliter des événements qui excluent mes enfants. Une autre pause. Plus longue cette fois. Le lieu, a-t-elle dit. Tu es impliqué avec le lieu. Je suis l'une des propriétaires, ai-je confirmé. Depuis 3 ans. Le domaine Riverside fait partie de mon portefeuille d'investissement immobilier. Celui sur lequel tu n'as jamais posé de questions parce que tu ne t'es jamais intéressé à ma vie. J'ai entendu sa respiration se bloquer. Le son de l'information se réarrangeant en une image qu'elle ne voulait pas voir. Tu as fait ça, a-t-elle dit, sa voix tremblant maintenant de rage plutôt que de confusion. Tu as annulé le mariage de ta sœur par méchanceté parce que tu es amère à propos d'une rancune puérile. Ce n'est pas de la méchanceté, ai-je corrigé. Ce sont des limites. Tu as choisi d'exclure mes enfants d'un mariage familial. J'ai choisi de ne pas accueillir ce mariage dans mon lieu. Ce sont 2 choix et les 2 ont des conséquences. Tu ne peux pas faire ça, a dit ma mère, sa voix prenant le ton autoritaire qu'elle utilisait quand elle s'attendait à une conformité immédiate. Tu dois annuler ça tout de suite. Rappelle-les. Dis-leur que c'était une erreur. Je ne peux pas l'annuler. L'avis d'annulation a été envoyé. Le contrat permet un préavis de 60 jours que nous avons fourni. Tous les dépôts seront remboursés intégralement. J'ai même fourni des références vers d'autres lieux. C'est géré de manière professionnelle et équitable. Équitable? A répété ma mère, sa voix se brisant. Tu penses qu'il est juste de détruire le mariage de ta sœur parce que tu es jalouse qu'elle ne voulait pas d'enfants courant partout et ruinant sa journée spéciale? Je ne suis pas jalouse, ai-je dit, surprise de voir à quel point ma voix restait calme. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être la fille dont les besoins ne comptent pas. Je suis fatigué de te voir verser de l'amour, de l'argent et de l'attention sur Nathalie tout en me traitant comme une pensée après coup. Je suis fatigué que mes enfants soient traités comme s'ils étaient moins importants que l'esthétique d'une fête. Alors, j'ai fini. J'ai fini de participer à la dynamique familiale qui me blesse et qui les blesse. Tu es égoïste, a craché ma mère. Tu punis tout le monde parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. C'est exactement pour ça que Nathalie ne voulait pas d'enfants au mariage. Il transforme tout en drame. Apparemment, les adultes font ça aussi, ai-je dit. Je dois y aller, maman. J'ai du travail à faire. Ne m'appelle plus pour discuter de ça. Ma décision est finale. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient maintenant, l'adrénaline perçant enfin la façade calme que j'avais maintenue. J'ai posé le téléphone et fermé les yeux, respirant lentement jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Je l'avais fait. J'avais tracé la ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Le reste de la journée fut un chaos. J'ai observé à distance. Nathalie a appelé 6 fois de plus. Mon père a appelé 2 fois. Tante Linda a appelé. Oncle Thomas a appelé.
Cousine Michel a envoyé un long SMS sur la loyauté familiale et le pardon et comment je faisais une terrible erreur. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Daniel est rentré tôt du travail, ayant senti que quelque chose d'important se passait. Il m'a trouvé dans le jardin assise sur la balancelle du Porsche que nous avions installé l'été dernier. Il s'est assis à côté de moi et a pris ma main. « Tu l'as envoyé ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Je l'ai envoyé, ai-je confirmé. Et ils perdent la tête. Il a hoché la tête. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi à cela. Comment je me sentais? Effrayé, certainement. Je venais de faire exploser une bombe au centre de ma famille, et les retombées seraient importantes et durables. Triste, parce que même si je savais que c'était nécessaire, cela faisait toujours mal de couper des liens qui avaient autrefois signifié quelque chose, même si ce quelque chose était principalement de l'obligation et de l'espoir. Mais sous la peur et la tristesse se trouvait autre chose. Le soulagement. Un sentiment de légèreté auquel je ne m'attendais pas. Pendant 35 ans, j'avais porté le poids d'essayer d'être assez. D'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. D'essayer de m'intégrer dans un espace qui n'avait jamais été conçu pour me contenir. Je venais de poser ce poids. Je venais d'arrêter d'essayer. Et la liberté de cela, même au milieu de la crise, était extraordinaire. J'ai l'impression de pouvoir respirer, ai-je dit à Daniel. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir réellement respirer. Il m'a serré contre lui, passant son bras autour de mes épaules. Je suis fier de toi, a-t-il dit doucement. Je sais que ce n'était pas facile. Merci de croire en moi, ai-je dit. Merci d'être la famille dont j'avais besoin quand la mienne ne pouvait pas l'être. Nous nous sommes assis ensemble alors que le soleil se couchait, regardant le ciel devenir rose, orange et violet, et je me suis laissé tout ressentir. Le chagrin, le soulagement et la certitude que j'avais fait la bonne chose. Le lendemain matin a apporté une nouvelle vague d'attaques. Mon téléphone était plein de messages vocaux que je n'ai pas écoutés et de SMS que j'ai survolés mais pas lus en détail. Le chat de groupe familial avait explosé pendant la nuit, des messages volant dans tous les sens à propos de la situation. J'avais été retiré du chat à un moment donné, excommunié numériquement, mais la mère de Daniel, Joyce, avait été incluse dans une partie de la correspondance et elle m'a transféré des captures d'écran. Les messages étaient ce à quoi je m'attendais. Nathalie était peinte comme la victime, dévastée et trahie. J'étais peinte comme vindicative et cruelle, laissant une petite offense se transformer en représailles nucléaires. Ma mère avait envoyé un long message sur sa déception à mon égard, comment je jetais la famille pour rien, comment je regretterais cela pour le reste de ma vie. Ce qui m'a le plus frappé n'était pas le contenu des messages, mais l'absence de toute reconnaissance de la raison pour laquelle j'avais fait ce que j'avais fait. Personne n'a mentionné l'exclusion de mes enfants. Personne n'a remis en question si cette décision avait été blessante ou fausse. Personne n'a suggéré que peut-être, possiblement, il portait une part de responsabilité dans la situation actuelle. Tout tournait autour de ma réaction excessive, de ma cruauté, de mon incapacité à être raisonnable. Le récit avait été établi et j'étais la méchante. J'ai découvert que je ne m'en souciais pas autant que je le pensais. Leur récit n'avait jamais inclus la vérité sur moi de toute façon. C'était juste une distorsion de plus dans une vie de distorsion. Hélène a appelé en milieu de matinée pour prendre des nouvelles. Elle avait reçu un message vocal en colère de Gregory Whitmore menaçant de poursuites judiciaires si nous n'annulions pas l'annulation. Elle semblait inquiète mais pas paniquée. Je lui ai dit que je m'en occuperais et j'ai appelé notre avocate, une femme vive nommée Catherine, qui avait géré tous nos contrats commerciaux et litiges. J'ai expliqué la situation, lui ai envoyé des copies du contrat du lieu et de l'avis d'annulation et lui ai demandé son avis sur notre exposition juridique. Elle m'a rappelé dans l'heure. « Tu es complètement couverte », a-t-elle dit. La clause d'annulation est en béton. Tu as fourni plus que le préavis requis. Tu offres un remboursement complet. Ils n'ont aucun motif pour une action en justice. S'ils essaient de poursuivre, nous le ferons rejeter immédiatement, et nous pourrions même être en mesure de contre-attaquer pour procédure abusive. Dis à tes partenaires d'arrêter de s'inquiéter. J'ai senti une tension, que je n'avais pas réalisé tenir, se relâcher de mes épaules. Merci, Catherine. Elle a marqué une pause. Puis-je te demander quelque chose en off? Bien sûr. Est-ce vraiment une décision contractuelle ou est-ce personnel? Les deux, ai-je admis. La situation qui a mené à l'annulation est profondément personnelle.
Mais la décision d'annuler était une décision commerciale prise par tous les partenaires. Nous ne voulons pas accueillir d'événements qui entrent en conflit avec nos valeurs. Et l'une de nos valeurs est de protéger la famille, en particulier les enfants. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Bravo à toi. J'ai vu ta dynamique familiale lors de quelques événements au fil des ans. J'ai toujours pensé que tu méritais mieux. J'apprécie cela, » ai-je dit. Cela signifie plus que tu ne le penses. Dans l'après-midi, la deuxième vague a frappé. Brandon, le fiancé de Nathalie, m'a appelé directement. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire, s'il serait raisonnable ou s'il suivrait le script que ma famille jouait déjà. J'ai répondu avec une salutation neutre. Victoria, a-t-il dit, sa voix tendue par une colère contrôlée. Nous devons parler de cette situation. J'écoute, ai-je dit. Cette annulation est inacceptable, a-t-il continué. Ma famille a investi des ressources importantes dans la planification de ce mariage. Nous avons pris des engagements envers des fournisseurs, envoyé des invitations à des personnes importantes, organisé des voyages pour la famille venant de l'extérieur de l'État. Tes problèmes personnels avec ta sœur ne peuvent pas être autorisés à perturber tout cela. Mes problèmes personnels, ai-je répété. Est-ce ce que tu penses que c'est? De quoi d'autre s'agirait-il, a-t-il répliqué. Nathalie m'a dit que tu es contrarié que les enfants n'aient pas été invités. Ce n'est pas une raison légitime pour annuler un lieu de mariage. C'est mesquin et vindicatif. T'a-t-elle dit que les enfants en question sont mon fils et ma fille, ai-je demandé. Sa nièce et son neveu. Tes futures nièces et neveux. A-t-elle mentionné cette partie? Il a hésité. Elle a dit que c'était un problème familial. C'est un problème familial, ai-je convenu. Le problème est que ta fiancée et mes parents ont décidé que mes enfants ne sont pas assez importants pour être inclus dans une célébration familiale. C'est le problème. Pas ma réaction à cela, mais la décision qui l'a provoquée. Écoute, a-t-il dit, son ton changeant légèrement vers quelque chose qui aurait pu être destiné à sembler conciliant, mais qui a atterri comme condescendant. Je comprends ta blessure, mais les mariages sont stressants et coûteux. Des décisions doivent être prises. Ce n'était pas personnel. Pas personnel, ai-je dit. Bannir des enfants spécifiques d'un mariage familial n'est pas personnel. Je vois. Comment appellerais-tu ça alors? Pratique, a-t-il dit. Le lieu a des tapis blancs et des murs de verre. Toute l'esthétique serait ruinée par des doigts collants et des renversements. C'était pour préserver l'élégance de l'événement. Le lieu dont tu parlais mon lieu, ai-je dit. Je le possède. Je l'ai construit. Ces tapis blancs et ces murs de verre sont à moi. Et j'y ai accueilli des centaines d'événements, y compris beaucoup avec des enfants présents. L'esthétique n'a jamais été ruinée parce que nous savons planifier de manière appropriée. Ce n'était pas une question de praticité. C'était une question de ta fiancée ne voulant pas partager l'attention avec quiconque pourrait la détourner d'être le centre d'intérêt. Et mes parents ont permis cet égoïsme parce qu'ils l'ont toujours fait. Brandon est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il a dit, sa voix plus dure maintenant, mon père est un homme très influent dans cette ville. Si tu insistes pour maintenir cette annulation, il y aura des conséquences pour ton entreprise. Est-ce une menace, ai-je demandé, gardant ma voix égale. C'est une réalité, a-t-il dit. Ma famille a des relations dans toute la communauté d'affaires de Portland. Nous pouvons rendre les choses très difficiles pour le domaine Riverside si nous le choisissons. Je suis sûr que vous pouvez essayer, ai-je dit. Mais je te suggère de réfléchir attentivement avant de le faire. La moitié de ta liste d'invités de mariage se compose de personnes qui ont des relations existantes avec mon lieu. Si tu commences un conflit public, tu devras expliquer pourquoi nous avons choisi d'annuler. Et cette explication inclut le détail sur l'exclusion des jeunes enfants d'un mariage familial. Je ne suis pas sûr que ce soit une histoire qui donne une bonne image de ta famille aux membres de conseil d'administration et aux dirigeants d'entreprise que vous essayez d'impressionner. Il a bafouillé, ne s'attendant clairement pas à ce que je riposte. Tu fais une énorme erreur, a-t-il finalement réussi à dire. La seule erreur que j'ai faite a été d'attendre aussi longtemps pour fixer des limites, ai-je répondu. L'annulation tient toujours. Tous les dépôts seront remboursés dans les 10 jours ouvrables. J'ai fourni des références vers 3 autres lieux qui ont une disponibilité similaire. Je te suggère de commencer à passer des appels. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre.
Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais étrangement exalté. Je venais de tenir tête à un homme qui s'attendait à ce que l'argent et les relations de sa famille m'intimident pour que je me conforme. Je venais de refuser de reculer. C'était puissant d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ce soir-là, mon père s'est présenté chez moi. Daniel a ouvert la porte et j'ai entendu leur voix dans l'entrée. Le ton bourru de mon père et les réponses prudentes de Daniel. Je suis sorti pour les trouver debout dans une impasse gênante. Mon père semblait plus vieux que dans mon souvenir, son visage tiré et fatigué. « Victoria » a-t-il dit quand il m'a vu. « Nous devons parler. »« Nous pouvons parler ici » ai-je dit, ne l'invitant pas plus loin à l'intérieur. Je ne le voulais pas chez moi, dans l'espace que j'avais construit qui était séparé de leur toxicité. Daniel m'a serré la main rapidement et s'est retiré, nous donnant de l'intimité, mais restant assez proche pour intervenir si nécessaire. Mon père m'a regardé un long moment. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça » a-t-il dit finalement. « C'est ta sœur. C'est aussi quelqu'un qui pense que mes enfants sont moins importants que son thème de couleur, ai-je répondu. Ne vois-tu pas en quoi c'est un problème? Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux gris. Les enfants peuvent être perturbateurs au mariage. Il n'est pas rare d'avoir des événements réservés aux adultes. Tu prends ça trop personnellement. Je le prends exactement aussi personnellement que ça l'est, ai-je dit. C'est ma famille. Ce sont mes enfants. Quand tu les exclus, tu m'exclus. Tu me dis que ma famille ne compte pas pour cette famille. Il a secoué la tête. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit. Nous voulons que tu sois là. C'est pour ça que tu as été invité. Juste moi, ai-je souligné. Pas mon mari qui fait partie de cette famille depuis 9 ans. Pas mes enfants qui sont tes petits-enfants. Juste moi seul, censé sourire et célébrer tout en me faisant rappeler que les gens que j'aime le plus au monde ne sont pas les bienvenus et tu ne vois rien de mal à cela. Ta mère et moi avons essayé d'être de bons parents pour vous deux, a-t-il dit, sa voix prenant un ton défensif. Nous t'avons soutenu. Nous avons été là pour toi. Vraiment, ai-je demandé doucement. Vraiment? Parce que je me souviens de beaucoup de fois où j'avais besoin de soutien et vous n'étiez pas là. Je me souviens avoir économisé pour l'université seul pendant que vous payiez les études de Nathalie. Je me souviens avoir bâti une entreprise sans aucune aide de votre part pendant que vous co-signiez des prêts pour ces condos. Je me souviens de chaque fête d'anniversaire et événement scolaire que vous avez manqué parce que Nathalie avait quelque chose de plus important qui se passait. Je me souviens d'avoir été invisible dans cette famille aussi loin que je me souvienne. Son visage a rougi. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nathalie avait besoin de plus d'aide. Elle a toujours été plus. Il s'est arrêté, cherchant des mots plus délicats. Tu as toujours été si capable. Tu n'avais pas besoin de nous de la même manière. C'est ce que tu te dis, ai-je dit. Que je n'avais pas besoin de vous. Mais la vérité est que vous ne vouliez pas voir que j'avais besoin de vous. C'était plus facile de se concentrer sur Nathalie parce qu'elle exigeait de l'attention et moi non. Mais ne pas exiger d'attention ne signifie pas que je ne la méritais pas. Cela signifie juste que j'ai appris très tôt que demander ne mènerait qu'à la déception. Alors j'ai arrêté de demander et vous n'avez jamais remarqué. Il a détourné le regard, mal à l'aise avec la vérité suspendue entre nous. Que veux-tu de moi? A-t-il demandé. Des excuses? Très bien. Je suis désolé que tu te sois senti négligé. Maintenant, vas-tu reconsidérer l'annulation du lieu? Non, ai-je dit. Parce que ce n'est pas une question d'excuses. C'est une question d'action, de choix et de modèles qui se sont joués pendant 35 ans. C'est une question de mes enfants apprenant qu'ils ont de la valeur indépendamment de ce que leurs grands-parents pensent. C'est une question de moi choisissant enfin moi-même et ma famille plutôt que la famille qui ne m'a jamais choisi. Tu es têtu, a-t-il dit, la colère s'insinuant dans sa voix maintenant. Tu détruis le mariage de ta sœur pour des sentiments blessés, pour une petite offense perçue qui s'est produite il y a des années. Ce n'est pas une seule offense, ai-je dit, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. C'est une vie d'offense. C'est chaque fois que tu l'as choisi plutôt que moi. Chaque fois que tu as rejeté mes réalisations. Chaque fois que tu as traité mes besoins comme optionnels tout en traitant les siens comme urgents. C'est chaque événement manqué et chaque anniversaire oublié. Et chaque fois que tu m'as fait sentir que j'étais un fardeau au lieu d'une fille. Et maintenant, ce sont mes enfants qui sont traités de la même manière que j'ai été traité, et je ne le permettrai pas.
Il m'a fixé et pendant juste un moment, j'ai cru voir quelque chose comme de la reconnaissance dans ses yeux, une lueur de compréhension. Mais ensuite, elle a disparu, remplacée par la frustration et la colère. « Tu vas regretter ça », a-t-il dit. « Tu détruis cette famille pour rien. » « Je ne détruis rien », ai-je répondu. Je refuse juste de continuer à construire des ponts vers des gens qui continuent de les brûler. Il y a une différence. Il s'est retourné et a marché vers sa voiture sans un autre mot. Je suis resté sur le porche et je l'ai regardé s'éloigner, mon corps tremblant des séquelles de la confrontation. Daniel est apparu à côté de moi, m'enveloppant dans ses bras. « Tu as bien fait », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « C'était dur, et tu l'as fait quand même. Je suis fier de toi. » Je me suis appuyé contre lui, laissant sa chaleur et sa stabilité m'ancrer. « Est-ce que ça va toujours faire aussi mal ?» ai-je demandé. « Faire la bonne chose, mais savoir que ça cause de la douleur ?» Il a réfléchi. « Peut-être pendant un moment, » a-t-il dit. « Mais finalement, la douleur de tenir des limites fera moins mal que la douleur de ne pas en avoir. Tu protèges nos enfants. Tu te protèges toi-même. Ce n'est jamais le mauvais choix, même quand c'est le choix difficile. » Les semaines suivantes se sont déroulées avec un étrange mélange de chaos et de clarté. Nathalie a trouvé un autre lieu, un club de campagne avec moins de prestige mais un espace adéquat. Le mariage a été reporté de 3 semaines par rapport à ce qui était initialement prévu, le poussant à début juillet. Ma mère a envoyé un dernier SMS m'informant que je n'étais plus la bienvenue au mariage ou à tout rassemblement familial à l'avenir. Je n'ai pas répondu. Le silence de mon côté semblait les exaspérer plus que n'importe quel argument ne l'aurait fait. Mes partenaires commerciaux se sont ralliés autour de moi. Hélène apportait du café et s'asseyait avec moi les jours particulièrement difficiles. Marcus gérait les problèmes de propriété qui nécessiteraient normalement mon attention, me donnant de l'espace pour traiter les choses. Priya envoyait des articles sur l'éloignement familial et la guérison, des ressources que j'appréciais même si je n'étais pas encore prête à les lire. Julien a rapporté que les Whitmore avaient fait quelques tentatives timides pour dénigrer le lieu auprès de contacts communs, mais les efforts s'étaient retournés contre eux. Les gens posaient des questions et les réponses en révélaient plus sur les Whitmore que sur nous. Sophie et Lucas restaient heureusement inconscients de la plupart du drame. Nous leur avons dit que le mariage de tante Nathalie avait changé et que nous n'irions plus, mais que nous aurions toujours notre fête de dinosaures. Lucas était ravi. Sophie a demandé une fois si tante Nathalie était fâchée contre nous. Je lui ai dit la vérité dans un langage qu'elle pouvait comprendre. Parfois, les grands ne sont pas d'accord sur des choses importantes, ai-je dit. Et parfois, cela signifie que nous ne passons pas autant de temps ensemble, mais c'est bon. Nous avons plein de gens qui nous aiment. Elle avait accepté cela et était passée à autre chose. Sa résilience un rappel de pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Le 15 juin est arrivé, le jour qui aurait été le mariage dans mon lieu. Au lieu de cela, je l'ai passé sur la côte avec Daniel et les enfants. Nous avons construit des châteaux de sable, fait voler des cerfs-volants et mangé de la glace qui coulait sur nos mentons dans la chaleur estivale. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le Pacifique, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo de Nathalie et Brandon à leur mariage reprogrammé, entourés d'invités en tenue formelle. La légende disait, elle a eu sa journée parfaite de toute façon. Tu n'as rien accompli. J'ai regardé la photo un long moment, étudiant le sourire de ma sœur, les décorations élégantes, la foule de gens bien habillés. Puis j'ai regardé mes propres enfants, sablonneux, brûlés par le soleil et riant en chassant les vagues. J'ai supprimé le message sans répondre. 3 mois plus tard, j'ai reçu un email inattendu. Il venait de tante Linda, la première communication que j'avais reçue d'un membre de la famille depuis l'annulation. Elle écrivait qu'elle avait réfléchi à tout ce qui s'était passé, qu'elle avait commencé à voir des schémas qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Elle écrivait qu'elle était désolée de ne pas avoir pris la parole lorsque mes enfants ont été exclus, qu'elle aurait dû remettre en question la décision au lieu de s'y conformer. Elle écrivait qu'elle aimerait prendre un café un de ces jours si j'étais ouverte à cela. Pas de pression, pas d'attente, juste une offre. Je l'ai rencontrée au Copper Moon Café un samedi matin pluvieux d'octobre. Elle avait l'air nerveuse, serrant sa tasse de café à 2 mains. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle a posé des questions sur mon entreprise. Vraiment demandé, voulant comprendre ce que j'avais construit. Elle a posé des questions sur Sophie et Lucas, leurs intérêts et personnalités. Elle s'est excusée, non pas avec des excuses,
mais avec un remords sincère pour les façons dont elle avait participé à des dynamiques familiales qui me blessaient. Elle ne m'a pas demandé de me réconcilier avec mes parents ou Nathalie. Elle a juste dit qu'elle voulait faire mieux, être présente dans ma vie si je le permettais. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Au cours des mois suivants, elle s'est montrée cohérente. Elle est venue à la pièce de théâtre de l'école de Sophie. Elle a envoyé à Lucas un livre sur les dinosaures pour son anniversaire. Elle appelait pour prendre des nouvelles, non pas pour faire des commérages sur le drame familial, mais pour réellement se connecter. Lentement, prudemment, je l'ai autorisée à revenir dans ma vie. Pas complètement, pas encore, mais assez pour voir si quelque chose de réel pouvait être construit. Mes parents n'ont jamais tendu la main. Nathalie ne s'est jamais excusée. La famille s'est fracturée selon des lignes prévisibles, la plupart des gens se rangeant du côté du récit selon lequel j'avais réagi de manière excessive. J'ai pleuré cette perte, la mort définitive de l'espoir qu'il pourrait un jour me voir clairement. Mais j'y ai aussi trouvé une liberté inattendue. J'ai arrêté de jouer pour un public qui n'applaudirait jamais. J'ai arrêté de chercher l'approbation de gens qui n'avaient jamais appris à la donner. Le domaine Riverside a continué de prospérer. Nous avons réservé des mariages, des galas et des célébrations pour des familles qui valorisaient la connexion plus que l'esthétique. Mon portefeuille immobilier a grandi. Mes enfants ont grandi, entourés de gens qui étaient là pour eux de manière cohérente et inconditionnelle. Daniel et moi sommes devenus plus forts. Notre partenariat approfondi par le fait d'avoir traversé la tempête ensemble. J'ai construit une vie qui était la mienne, non pas en réaction à ce que ma famille m'avait refusé, mais en réponse à ce que j'ai découvert que je pouvais créer. Par une soirée froide de décembre, je me tenais dans mon bureau surplombant la ville, regardant les lumières scintiller contre le ciel sombre. Mon téléphone a vibré avec un message d'Hélène concernant une nouvelle opportunité immobilière. Derrière moi, des photos encadrées bordaient les murs. Mes enfants à différents âges, Daniel et moi, le jour de notre mariage, mes partenaires commerciaux à notre célébration du 5e anniversaire. Mes beaux-parents lors d'un barbecue familial. Des gens qui m'avaient choisi et que j'avais choisi en retour. J'ai pensé à cette invitation de mariage arrivée 18 mois plus tôt, celle qui avait brisé quelque chose en moi. J'ai pensé à la fille que j'avais été, essayant toujours de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. J'ai pensé à la femme que j'étais devenue, quelqu'un qui comprenait enfin que l'appartenance ne nécessite pas la permission de gens qui refusent de voir votre valeur. J'avais quitté une table où je n'avais jamais été vraiment la bienvenue. Et ce faisant, j'avais trouvé mon chemin vers un festin que j'avais construit moi-même, entouré de gens qui célébraient ma présence plutôt que de la tolérer. C'était ça la victoire. Pas dans l'annulation ou la confrontation, mais dans le choix de finalement me choisir complètement.